Bonjour à toutes et à tous, l'équipe Ecopolis est ravie de vous retrouver en ligne ce matin. Je m'appelle Julia Malin-Verneau, je suis responsable du pôle accompagnement de projet chez Ecopolis. Ecopolis, c'est le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable. Nous avons pour mission d'encourager le changement des pratiques pour un monde plus soutenable. Nous sommes réunis ce matin pour le troisième épisode des petits déjeuners techniques dédiés à des retours d'expérience opérationnels. Pour mémoire, le concept est simple. En 1 heure, écoutez nos experts invités, participez aux échanges et repartez avec des réponses à vos questions et des solutions. Ce premier cycle de 3 petits déjeuners a pour thème zéro déchet, 100% ressources. Il a pour objet de parler de la prévention et de la valorisation des déchets, des ressources et des déchets du bâtiment. Les 2 premiers épisodes, qui avaient respectivement pour objet d'un côté la différence entre le diagnostic PEMD et le diagnostic ressources, le second épisode était sur la valorisation des terres excavées, sont disponibles en ligne sur notre chaîne YouTube ou sur notre page LinkedIn. Avant d'attaquer ce troisième épisode, nous souhaitons renouveler nos remerciements à nos partenaires financeurs de nos actions économie circulaire, l'ADEME Île-de-France, les DRIEAT, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Ce matin, nous parlerons donc de valorisation des déchets de chantier en rénovation. En effet, les objectifs fixés par le plan régional de prévention et gestion des déchets sont les suivants. Depuis 2020, 70% des déchets du BTP doivent être valorisés. En 2025, ce sont 75% des déchets du BTP qui devront être valorisés et 85% en 2031. Une étude publiée en 2019 par la Fédération française du bâtiment et 13 autres fédérations professionnelles indique un taux moyen de valorisation des déchets du BTP de 67%. Ce taux descend entre 30 à 40% pour des opérations de réhabilitation ou de rénovation, exprimant les difficultés à valoriser les déchets du second œuvre. À l'heure où la préservation de nos ressources représente un véritable enjeu environnemental, accentuer nos efforts dans la diminution de nos déchets et faire avec le déjà là semble absolument indispensable. Les intervenants de ce matin vont partager leur expérience et vous présenter des outils mis en œuvre sur une opération de rénovation de logements situés à Châteauroux, dans l'Indre. Ce retour d'expérience nous permettra de donner des éléments de réponse aux questions suivantes. Quels objectifs se fixer dans le cadre d'une rénovation? Que mettre en œuvre avant et pendant le chantier pour les atteindre? Quelles méthodes utiliser? Qui sont les acteurs clés? Vous l'aurez remarqué, notre format de petit déjeuner technique est un peu particulier cette fois-ci. Nos intervenants venant de loin, nous sommes tous à distance. Mais ça n'entachera en rien la qualité de nos échanges. Ce matin, donc, pour nous éclairer, sont à mes côtés 5 professionnels. Nous avons 3 personnes de l'OPAC 36, Christine Forsky-Pinardon, qui est chargée de mission RSE, François Maker, qui est chef de projet rénovation à la direction du patrimoine, et Angélique Collin, qui est adjointe à la direction des achats. Nous avons aussi avec nous Antoine Boudon, qui est manager économie circulaire chez Agir, et Hervé Grimaud, qui est dirigeant d'Emirion. Merci à tous les 5 d'être avec nous ce matin. Avant de vous laisser la parole, cher public, 2 temps de réponse à vos questions seront prévus ce matin. N'hésitez donc pas à écrire vos questions sur le chat sur la droite de votre écran tout au long des présentations. Nous les relayerons à nos intervenants. Sans plus attendre, je passe la parole tout de suite à Hervé Grimaud, dirigeant d'Emirion, afin de commencer les échanges. Vous allez nous présenter la boîte à outils de Démoclès et l'appel à projet de l'ADEME 50 maîtrises d'ouvrage exemplaires auquel vous avez contribué. C'est à vous, Hervé, vous partagez votre écran. Le timing est parfait. Merci. C'est à vous. Alors, on ne vous entend pas. Il faut juste réactiver votre micro. Voilà, avec le micro, c'est mieux. Parfait, on vous entend. Et il faut que je revienne sur la présentation maintenant. Hop. Voilà. Est-ce que l'écran est visible là? C'est parfait, il n'y a plus qu'à mettre en plein écran. Voilà, très bien. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les travaux qui ont été menés au sein de la plateforme collaborative Démoclès qui a été créée en 2014 sur la base d'un constat, c'est que la gestion des déchets sur les chantiers de démolition et de rénovation était malheureusement pas au mieux de ce qu'on pouvait espérer. Et donc, sur une initiative de Recilum, qui a ensuite fusionné avec un autre de ses confrères écosystèmes, 2 éco-organismes, donc des équipements électriques, nous avons mis autour de la table toute la chaîne de valeur du bâtiment, la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise de travaux, gestionnaire de déchets, et donc éco-organismes, pour essayer de travailler ensemble à identifier les freins et les leviers et à essayer de faire sauter les freins. Et donc,
C'est un travail qui s'est réparti en 3 phases, une phase de constat, une phase de production d'outils qui continue d'ailleurs, et puis une phase d'inscription dans la durée du changement des bonnes pratiques. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons travaillé avec le PAC 36. Et donc ces travaux sont cofinancés par notre éco-organisme Écosystème et l'ADEME. Donc les constats, dans un premier temps, nous ont permis de voir des choses bonnes et moins bonnes. Une maîtrise d'ouvrage qui était relativement peu impliquée, des outils de planification malheureusement très mal utilisés, des sujets, des diagnostics étaient souvent très mal faits, dont la maîtrise d'ouvrage ne voyait pas l'intérêt. Par contre, des choses positives, des déchets qui se valorisaient très bien quand on y prenait soin de les déposer et de les conditionner de façon adaptée. Une dépose qui est déjà par nature sélective. Les entreprises de travaux, de rénovation, de curage ne démolissent pas tout en même temps. Elles le font en général fonction par fonction. Et souvent, le problème, ce n'est pas le tri sur le chantier, mais c'est plutôt le non-mélange. Et puis, nous avons aussi constaté des difficultés du type manque de visibilité sur le devenir des déchets. Donc, nous avons successivement travaillé un certain nombre de ces sujets, produit des documents que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site democles.org, qui vont du guide qui étudie les responsabilités de chacun dans la gestion, le devenir des déchets, et qui très clairement montre que la maîtrise d'ouvrage, à contrario des chantiers de construction, sur les chantiers de rénovation et de démolition, est entièrement responsable du devenir des déchets. Elle peut sous-traiter cette responsabilité dans certaines limites, mais si le sous-traitant est défaillant, in fine, c'est la maîtrise d'ouvrage qui porte l'entière et complète responsabilité du devenir des déchets. On a produit des outils relatifs au diagnostic, une bonne façon de faire le diagnostic, on y reviendra dans un second temps, et un certain nombre d'autres outils, inventaire des filières qui existent, notamment pour expliquer aux entreprises de travaux quelles sont les précautions à prendre pour que telle ou telle matière puisse se recycler, se valoriser au maximum, avec des outils maintenant qui sont en train de s'orienter vers le réemploi progressivement, qui devient incontournable, bien évidemment. On ne peut pas parler de prévention des déchets sans parler de réemploi. Alors rapidement, la boîte à outils du diagnostiqueur, donc ce sont des travaux qui ont été menés en 2019. C'est dans le cadre de ces travaux d'ailleurs que nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics et que nous avons eu un retour positif dans la loi AGEC qui a acté de l'importance du diagnostic déchets, à la fois dans sa qualité et dans son périmètre d'application, puisque la loi AGEC a étendu ce qui était anciennement le diagnostic déchets à un diagnostic dit PEMD pour produits, équipements, matériaux et déchets. Donc, c'est un diagnostic qui va se rapprocher de ce que faisaient parfois certains le diagnostic ressources, avec des choses qui sont en train un peu de se caler. Et ce diagnostic s'est étendu à l'ensemble des chantiers de démolition et de rénovation, significative. Et donc, à ce titre, les pouvoirs publics ont acté de l'importance de cet outil, d'un diagnostic bien fait et de la pertinence qu'il avait, y compris sur les chantiers de rénovation qui génèrent beaucoup de déchets de seconde œuvre, sur lesquels les taux de valorisation sont malheureusement trop faibles. Donc, ce diagnostic PEMD est un outil indispensable. Pendant trop longtemps, il a été considéré par la maîtrise d'ouvrage comme une contrainte administrative sans valeur ajoutée, donc à ce titre souvent faite à vil prix par des acteurs qui se souciaient peu de la qualité. Et donc, il faut comprendre aujourd'hui l'importance qu'a ce diagnostic déchets, l'importance de le faire bien. Il ne s'agit pas de le payer cher pour qu'il soit bien, mais de le faire par des gens de qualité, de compétences, et de leur donner les moyens de bien le faire. Alors, en termes de compétences, on entend souvent les maîtres d'ouvrage se plaindre de ne pas trouver de bureau d'études disposant des compétences. Alors, certains, nous avons un représentant de Agir ce matin qui a montré dans ce projet sa capacité à faire un diagnostic de qualité, mais c'est vrai qu'il y a trop peu aujourd'hui d'offres de diagnostic qualitatives, et donc il y a un besoin de formation qui est en train de se déployer d'ailleurs, puisque plusieurs syndicats, la Fédérec, le CEDRE et Agir notamment, mettent en place des modules de formation, des formations qualifiantes même pour certains, qui vont faire monter en compétences les diagnostiqueurs. Alors ce diagnostic pour vous, MOA, au-delà de cette charge réglementaire, cette obligation réglementaire, c'est un formidable, s'il est bien fait, un formidable outil de prévention et de pilotage. La prévention, c'est limiter la quantité de déchets. Limiter la quantité de déchets, c'est souvent réduire les coûts, bien évidemment, puisque les déchets, dans bien des cas, présentent un coût de gestion. Si on ne fait pas de déchets ou si on fait du réemploi et qu'on vend de valeur positive, au moins ou qu'on donne, c'est autant d'économiser. Et puis, c'est un outil qui va aussi permettre,
par un tiers de confiance, un tiers indépendant, un expert indépendant, d'avoir un inventaire en amont de ce que va potentiellement produire comme produit réemployable et comme déchet votre chantier. Et donc, c'est un outil qui vous permet aussi de challenger les entreprises de travaux derrière, qui ne manqueront pas de revenir vous voir s'ils trouvent 3 kilos d'amiante en plus, mais qui oublieront peut-être de venir vous voir s'ils trouvent quelques tonnes de matériaux valorisables financièrement sur votre chantier. Et donc, c'est un outil de pilotage qui permet de réduire, de vous protéger en termes de responsabilité, mais aussi d'améliorer vos performances économiques de chantier. Donc, ces travaux qui ont été menés avec des diagnostiqueurs, avec des MOA, avec des entreprises de travaux, avec des gestionnaires de déchets, et composé de 4 parties. Une partie diagnostic, une partie des différentes phases du chantier, le diagnostic en 4 étapes et les outils pratiques pour le diagnostiqueur. Donc, tout ça est téléchargeable sur notre site. Vous trouverez des grilles d'inventaire qui sont divisées en 7 grandes familles. Ces grilles d'inventaire sont indicatives. Liberté est donnée aux diagnostiqueurs qui les utilisent de rajouter des items s'ils le souhaitent. Ce n'est pas un travail réglementaire, c'est bien un travail, je dirais, indicatif qui accompagne les diagnostiqueurs et qui les aide à structurer leur démarche. Vous voyez, donc ensuite, on rentre dans le détail pour chacune des catégories d'un certain nombre de produits qu'on va identifier de manière à permettre dans ce diagnostic de faire du réemploi. Et les fenêtres, suivant leur structure, bois, aluminium, PVC, leur état, peuvent avoir un potentiel de réemploi ou pas. Et donc, il faut rentrer dans un niveau de détail dans lequel rarement les diagnostics rentraient jusqu'à présent. Vous avez ensuite une grille qui permet de rentrer ligne à ligne par famille de fonctions identifiées, de matériaux identifiés sur leur quantité, leur localisation, leur état. Vous avez ensuite tout un guide qui permet, toute une méthodologie qui permet d'aller du réemploi à l'élimination, bien évidemment en favorisant au maximum le réemploi. Donc, ce n'est pas le diagnostiqueur qui va vous dire absolument ce qui doit être réemployé, mais qui va, à travers son travail, vous donner une liste indicative de matériaux réemployables. Et c'est ensuite à vous, maître d'ouvrage, avec l'entreprise de travaux que vous allez sélectionner, de définir plus précisément ce que vous allez souhaiter réemployer sur votre chantier ou sur le chantier d'autres confrères MOA, ou qui finiront en élimination s'il n'y a pas d'alternative, bien évidemment, puisque l'élimination, ce n'est vraiment pas la chose à favoriser. Des tutoriels en vidéo pour les diagnostiqueurs, donc 10 tutoriels qui sont en ligne, qui ont été réalisés avec des diagnostiqueurs pour les diagnostiqueurs et qui permettent, sur des applications très pratiques, l'étude préliminaire, la climatisation, les cloisons, de voir quelles sont les bonnes pratiques pour que les diagnostiqueurs puissent faire ce travail de manière qualitative. Des fiches pratiques par thématique, par type de matériaux et déchets. Ces fiches pratiques couvrent 20 thématiques différentes, avec une checklist assez précise par thématique, avant la visite sur le site, lors de la visite sur le site, les livrables du diagnostic. Voilà. Et donc, vous avez là cette boîte à outils que j'ai survolée très rapidement. Cette présentation va vous être mise à disposition après la réunion. Donc, vous aurez le détail. Je ne fais que le survoler pour vous donner une idée de ce qui se trouve dans cette boîte à outils qui est à votre disposition, encore une fois, sur democles.org. Vous tapez Damoclès. Alors, attention, pas Damoclès, ce n'est pas l'épée de Damoclès, c'est Damoclès. Vous tapez democles.org sur Internet et vous tomberez sur notre site sur lequel vous pourrez télécharger ces produits. Alors, dans le cadre de la phase 3, d'inscription dans la durée des bonnes pratiques, nous avons lancé il y a 1 an et demi un appel à projet pour accompagner 50 maîtres d'ouvrage qui se voulaient exemplaires, alors qui ne l'étaient pas forcément au stade de l'appel à projet, mais qui souhaitaient le devenir, certains très en avance, d'autres souhaitant devenir exemplaires. Et donc cet accompagnement avait pour objet d'aider des MOA, soit sur des chantiers qu'ils étaient en train de réaliser, soit de manière plus générale, à mener une procédure d'introspection de leurs pratiques, accompagnée par 2 bureaux d'études, Elsima et Ginger, qui sont nos prestataires sur ce projet, et qui les ont amenés à se poser des questions, à porter un regard critique sur ce qu'ils avaient fait, et à leur donner des idées de ce qu'ils pourraient faire différemment pour que les MOA s'approprient ces meilleures pratiques et les inscrivent dans la durée. Ces 50 MOA représentent une grande variété de maîtrises d'ouvrage, des bailleurs, des publics, des bailleurs sociaux, des bailleurs privés, du public, du parisien en grande quantité, comme vous le voyez, mais aussi dans les territoires, y compris dans les DROMCOM. Et c'est dans ce cadre que nous avons sélectionné l'OPAC 36,
qui souhaitaient mener ce travail. Et donc aujourd'hui, nous vous proposons de faire un retour d'expérience, mais je partage déjà, et ce sera ma conclusion, les premières analyses que nous tirons, les premiers constats que nous faisons sur cet accompagnement. Donc, encore une grande méconnaissance des obligations réglementaires des MOA, des diagnostics déchets pas toujours faits, une confusion entre le diagnostic déchets PUMD et le diagnostic ressources, des formulaires de récolement rarement transmis à l'ADEME. Alors, vous pourriez dire, bon, c'est de l'administratif. Oui, mais ne pas faire le récolement, c'est se priver de la capacité de porter un regard critique ex post sur son chantier. Donc, ce n'est pas uniquement le fait de le communiquer à l'ADEME. Des craintes en partie infondées, augmentation des coûts de travaux. Beaucoup de MOA disent non, mais ça va nous coûter cher. Non, ça ne va pas coûter forcément plus cher. Ça peut même permettre, dans certains cas, de faire des économies. Chronophage pour les équipes, au démarrage sans doute, mais une fois qu'on est organisé, non. Manque de disponibilité des filières, ce n'est pas vrai. Énormément de filières sont disponibles. Encore faut-il déposer et conditionner les déchets de façon à ce qu'elles puissent être utilisées. Absence de compétences requises, c'est vrai, mais de moins en moins vrai. De plus en plus de bureaux d'études se forment et disposent des compétences nécessaires. Voilà. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation synthétique. Nous avons quelques questions que je vais vous transmettre. La première, c'est pourquoi parle-t-on certaines fois d'un diagnostic PMD et d'autres fois PEMD? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il n'y en a aucune. C'est juste une histoire de… C'est une histoire assez amusante, ça relève de l'anecdote. Dans les premières versions de la loi AGEC, l'administration avait transmis au Parlement une idée qui était le diagnostic produits, matériaux, déchets. Et puis, on a attiré l'attention des pouvoirs publics sur le fait que les équipements devaient être inclus. Et donc là, il y a eu un pas de deux. Et dans les travaux parlementaires, ils ont rajouté mais c'est la même chose. Voilà, le PMD, PEMD, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, l'appellation définitive dans la loi, c'est produits, équipements, matériaux, déchets. Merci. Quand est-ce que vous conseillez de réaliser les diagnostics PEMD? À quel stade du projet? Pardon, votre question, la ligne n'est pas très bonne. Quand est-ce que vous conseillez de réaliser le diagnostic PEMD? À quel stade du projet? Alors, la réglementation est claire. Hein, le diagnostic doit être fait en amont du chantier, en amont même des appels d'offres qui vont vous amener à sélectionner les entreprises qui vont réaliser pour votre compte, pour les comptes du MOA, les travaux. Et donc, cette obligation est totalement pertinente. Si on veut si on veut obtenir des offres pertinentes au regard du potentiel de réemploi et des déchets que vous allez produire, et donc des précautions qu'il va falloir prendre pour maximiser le réemploi et la valorisation, il faut absolument que les entreprises que vous allez consulter dans vos appels d'offres disposent de cet inventaire réalisé par un expert indépendant, de manière à ce que vous ayez eu la même base, vous, MOA, et les différents candidats à vos appels d'offres, pour répondre en connaissance de cause et en faisant des propositions pertinentes au regard de ce réemploi et de cette valorisation des déchets. Du coup, une autre question qui va un peu avec. Du coup, qui sont les diagnostiqueurs? Ont-ils d'autres missions sur les opérations, des missions d'AMO tout au long du projet, par exemple, ou sur le chantier? Alors, effectivement, dans les travaux qui ont eu lieu, les échanges dans la profession, il y a eu un petit peu des évolutions de ce point de vue-là, notamment un constat que nous avons fait, une critique sur les pratiques historiques où très souvent, mais c'était lié au fait que le diagnostic n'était pas vu, l'intérêt du diagnostic était souvent pas vu, et donc l'idée c'était de remplir une coche, de cocher une obligation administrative à moindre coût, et donc souvent le diagnostic c'était shoot and forget, comme on dit, c'est-à-dire on fait un diagnostic et le diagnostiqueur disparaissait, je dirais, avait fini son travail et on ne le voyait plus. Or, là, maintenant, on se dit c'est pertinent de demander au diagnostiqueur de mener une mission d'AMOA pendant la durée du chantier, où il va pouvoir, sur la base du diagnostic qu'il a fait en amont et de la réalité du chantier, ajuster ses exigences et être en appui du MOE ou du MOA pour l'aider à piloter cette gestion des déchets, de la prévention, qui, bien évidemment, entre la théorie du diagnostic et la réalité du chantier, il y a des écarts, il y a des choses qui sont découvertes au fil du chantier, et donc il n'est pas rare, et de moins en moins rare, que le diagnostiqueur ait aussi un rôle d'AMOA. Alors, ça peut être de manière dissociée, un diagnostic fait d'un côté, un AMOA de l'autre, ça peut être sur le même chantier, bien évidemment, mais il y a une évolution. Peut-être que Antoine en dira deux mots tout à l'heure, puisque dans son entreprise, ils font ça. Alors, une dernière petite question avant de passer la parole à nos autres intervenants. Est-ce que vous avez identifié des pistes d'amélioration ou des outils
permettant de trouver des solutions aux difficultés identifiées via l'appel à projet? Alors, oui, alors il y en a, ça sera la force de l'expérience et de la diffusion des bonnes pratiques, d'où l'intérêt de votre petit déjeuner de ce matin, c'est de permettre à des maîtres d'ouvrage qui sont rentrés ou qui ont évolué dans leur façon de travailler, de dire à leurs confrères que ce ne sont pas que des problèmes. Il y a toujours, quand on change sa façon de travailler, il y a toujours un effort initial à faire. Et dans l'appel à projet, on a constaté quelques échecs. On a 3 des 50 MOA que nous avons accompagnés sur lesquels ça s'est mal terminé. Mal terminé, pourquoi? Parce que ce n'était pas une volonté du MOA, mais une volonté d'une ou deux personnes qui ont porté cet appel à projet, qui ont parfois quitté l'entreprise et donc il ne se passait plus rien derrière. Donc, il faut, qu'il y ait une véritable volonté d'entreprise de faire évoluer les pratiques. Ensuite, une fois que cette volonté est là, il y a un effort, bien évidemment, à faire au démarrage. Et je pense qu'il est important, on s'est fait une conviction, c'est qu'il est important que cet effort soit porté, coordonné à l'intérieur de l'entreprise. Ça ne peut pas être le fait d'une fonction en particulier, mais c'est une démarche d'entreprise. Et ensuite, c'est de constater par les retours d'expérience que faire de la prévention en maximisant le réemploi, que de faire de la dépose sélective pour maximiser le recyclage, ce n'est pas un surcoût, mais c'est souvent un gain. D'un point de vue environnemental, c'est certain, mais aussi très souvent d'un point de vue économique. Merci beaucoup, Hervé. Okay. On va passer la parole. Vous pouvez départager votre présentation pour laisser la main à l'OPAC 36, où nous avons donc Christine Forsky-Pinardon, François Maker et Angélique Collin. Et cette présentation sera du coup aussi avec Antoine Doudon. C'est à vous. Alors, à gauche. C'est à vous, tout va bien? Oui, c'est bon. Voilà. Bonjour, donc Christine Forsky. Donc, je suis accompagnée je suis chargée de mission RSE. Je suis accompagnée d'Angélique Collin, qui est adjointe à la direction des achats, et François Maker, qui est chef de projet rénovation à la direction du patrimoine. Alors, pour commencer, donc nous avons travaillé donc sur le sujet, enfin, nous travaillons sur le sujet de l'économie circulaire. Alors, notre projet, donc en fait, pour mettre en place le diagnostic, on a un petit souci, ça va revenir. En fait, mince. Celui-là, c'est les aléas du direct, oui, c'est ça. C'est normal. Voilà. Donc en fait, notre projet, c'était donc on a utilisé le diagnostic PMD pour un projet de rénovation. On n'a pas votre présentation, donc c'est normal. Partage. Là, partager l'écran. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Et là, c'est bon? Vous êtes nous, on doit normalement. Ça arrive, c'est bon, ça fonctionne. C'est bon. D'accord. Bon. Est-ce que donc je suis Christine Forsky, je suis chargée de mission RSE à l'OPAC 36 et je suis accompagnée d'Angélique Collin, qui est adjointe à la direction des achats, et François Maker, qui est chef de projet rénovation à la direction du patrimoine. Donc, nous avons utilisé le diagnostic PEMD dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment qui s'appelle le Parc Idien, qui est situé en centre-ville de Châteauroux. Voilà. Alors, je vous donne le contexte un petit peu de notre participation à l'appel à projet et l'utilisation du diagnostic PEMD. Nous sommes engagés dans une démarche RSE depuis déjà 2016 à peu près. Nous avons dans notre démarche RSE 5 axes, dont un axe environnement, et nous avons des engagements en matière de développement durable et gestion de chantier. Nous avons aussi, nous commençons effectivement à travailler et à nous engager dans l'économie circulaire. François, Angélique et moi, nous avons participé à plusieurs groupes de travail en 2019-2020, des groupes de travail au niveau régional sur la gestion des déchets de chantier, et notamment
le maillage territorial des déchetteries. Nous sommes aussi engagés dans un projet avec l'OPSAR sur la maison solaire et solidaire. Donc, c'est une construction neuve. Voilà, une construction neuve dans un quartier social de la commune d'Issoudun. Et c'est réalisé dans le cadre du PNRU. Bien évidemment, on s'inscrit aussi dans le contexte réglementaire qui promeut le réemploi. Donc, la loi AGEC, dont Hervé Grimaud a déjà parlé. Et en fait, nous avons souhaité répondre à l'appel à projet Démoclès Aden, 50 mètres d'ouvrage exemplaire. Donc, c'était en avril 2020, au tout début du confinement. Et en fait, pourquoi on a répondu à cet appel à projet? Pour justement accélérer une démarche qui était déjà initiée et puis pour nous accompagner parce que moi, je suis arrivée à l'OPAC en 2019, mais mes collègues présents avaient déjà commencé à engager une démarche et ça avait du mal à se mettre en place. Donc, on s'est dit que c'était une opportunité aussi pour nous d'être accompagnés par des experts de l'économie circulaire. Alors, je vais rentrer dans le projet. Je vais vous parler assez rapidement du projet. Donc, il s'agit d'une réhabilitation d'un immeuble de 7 étages situé à Châteauroux, en centre-ville. Il est pratiquement en centre-ville et c'est un bâtiment de 1977. Donc, en fait, deux natures, on va dire, de travaux, des travaux d'amélioration, donc des logements avec la réfection des pièces d'eau, embellissement des parties communes, renforcement de l'enveloppe thermique, donc les toitures terrasses et litées en façade, et puis réfection de la ventilation par simple flux de type micro-air. Deuxième point, c'est la maîtrise des énergies. Quand on fait des rénovations de bâtiments, c'est un point sur lequel on travaille toujours. Et la priorité, bien sûr, pour nous, c'est de réaliser des économies d'énergie. C'est encore plus vrai aujourd'hui sur un bâtiment très énergivore classé E. Chauffage, production d'eau chaude sanitaire sont dans ce bâtiment. En fait, c'est électrique. Alors, pourquoi ce chantier? Pourquoi on a choisi ce chantier? Parce qu'on en a d'autres. Parce qu'on a considéré que c'était un chantier très générateur de déchets, tant à l'intérieur que dans les parties communes. Donc, avec un peu tout type de matériaux, bois, faïence, revêtement de sol, les sanitaires, les baignoires, donc en acier. Les parties communes, on avait comme ça déjà identifié des D3E, du bois, des revêtements de sol, PVC, enfin, toutes sortes de matériaux. Et à l'extérieur aussi, gravats, ardoises, fibrociment, laine de verre, déchets, les D3E et les déchets verts. Sur la ardoise fibrociment, on y reviendra tout à l'heure. C'est un point un peu assez particulier sur ce bâtiment. Et donc, comme ce chantier est générateur de déchets, on a pensé qu'effectivement, le diagnostic PEMD pouvait nous servir. C'est donc pour nous un outil pour valoriser les produits et les matériaux qui seront déposés, pour justement mettre en place cette démarche d'économie circulaire, une démarche qu'on souhaite exemplaire sur ce chantier, puisque dans notre accompagnement avec Démoclès, nous, on avait choisi un chantier pour pouvoir transposer en fait la méthodologie sur d'autres chantiers. Il y avait plusieurs, dans l'appel à projet, on pouvait avoir un accompagnement sur l'ensemble des chantiers. Nous, on a opté sur, on était modestement, on a opté sur un premier chantier. Donc, le diagnostic, ça permet d'identifier, de quantifier et de caractériser l'ensemble des produits et matériaux destinés à être déposés, donc de façon relativement exhaustive, et puis réemployer, réutiliser ou recycler selon les gisements identifiés. Alors, comment on a mis en œuvre tout ça? Donc, déjà, dans un premier temps, il faut rechercher et choisir un diagnostiqueur. Donc, nous, on est soumis au marché public. Donc, on a donc commencé par lancer une consultation. Donc, François a rédigé un CCTP pour la mission diagnostic PEMD. Donc, l'objectif, c'était de connaître en détail de quoi est constitué le bâtiment, faire des préconisations en matière de prévention et gestion des déchets,
sur les différents flux que ça allait générer sur le chantier, identifier bien sûr les potentiels de réemploi, de réutilisation, et aussi un aspect économique, c'est proposer des fourchettes de taux de recyclage et de valorisation par type de déchets. Ensuite, bien sûr, dans ce CCTP, proposer une évaluation économique liée à la prise en charge des ressources et des déchets. Parce que, comme le disait Hervé Grimaud, l'aspect économique, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, si on veut vendre notre projet, il faut aussi démontrer qu'économiquement, c'est viable ou c'est en tout cas une plus-value. Accompagner la définition du projet réalisé par la maîtrise d'œuvre et réaliser le récollement et le bilan de la gestion susvisée à la fin du chantier. Voilà, c'était les objectifs pour le diagnostiqueur. Nous, on a donc décomposé le marché en une tranche ferme, la réalisation du diagnostic, et ensuite 4 tranches optionnelles. Donc, vous les voyez dans le tableau, l'évaluation économique, l'accompagnement lors de la définition du projet, le suivi du chantier sur la partie gestion des déchets et la réalisation du récollement et le bilan de gestion en fin de chantier. Alors, pour réaliser ce document, nous avons été aidés justement, dans le cadre du projet Démoclès, par Elsima et Ginger. Donc, on a utilisé bien évidemment les documents que Hervé vous a présentés. Nous, on se réfère au guide des bonnes pratiques pour la réalisation du DIAC PEMD pour justement préciser les attendus de la mission. Et on a fait relire les documents du marché par Elsima et Ginger. Alors, je ne saurais pas vous dire précisément qui a fait quoi. Et en fait, donc c'est eux, par exemple, qui nous ont suggéré une prévisite. Et on avait fait le choix, François a intégré dans le CCTP la grille d'inventaire Démoclès, ce qui me semblait vraiment l'outil qu'on avait le plus opérationnel qu'on puisse proposer. Donc ensuite, il a fallu, donc on a reçu des offres et faire le choix du diagnostiqueur, donc la deuxième étape. Donc nous, on avait mis des critères et des sous-critères. Donc là, un critère valeur technique, donc, qui était pondéré à 60%. Un premier critère qui était noté pour 10%, c'est la compréhension de la mission. Puisque, comme disait Hervé, effectivement, on est sur un marché assez neuf avec des prestataires qui connaissent pas forcément le marché, qui s'improvisent parfois diagnostiqueurs. Donc, ça nous est arrivé, hein, bien évidemment, et ça nous arrive encore. Le deuxième critère, c'est la présentation de l'équipe projet. Ça nous semblait aussi important de connaître en fait, les compétences de l'équipe avec qui on allait travailler. Et le troisième critère, c'est la méthodologie. Donc, c'était 80% hein, de la note. Et bien sûr, un critère prix, mais vous voyez, cette fois-ci, il n'était que 40%. Donc, ce n'est pas ce qui était le plus impactant dans le choix. Donc, on a reçu 4 offres. 4 offres nous ont été présentées. On en a analysé 3 parce qu'en fait, il y en a une qui n'était pas valable. Voilà. En fonction de nos obligations, il y avait un élément qui faisait qu'elle n'était pas analysable. Il y a un candidat qui a reçu donc la note éliminatoire de 0 parce qu'il n'a pas donné son mémoire technique. Au final, c'est l'offre d'Agir qui a été retenue, car économiquement, c'était la plus avantageuse par rapport au critères de jugement des offres. Alors, comment s'est passée la réalisation de la mission? Là, je vais laisser la parole à Antoine d'Agir, qui l'a réalisé, donc qui va vous expliquer comment ça se passe. Bonjour à tous. Merci Christine pour la petite contextualisation. Alors, au niveau de la méthodologie de réalisation du diagnostic PEMD, elle s'est passée en 3 temps distincts. Donc, il y a une prévisite qui a été organisée dans le cadre de la réponse au marché public pour bien cadrer le périmètre de travaux et pouvoir avoir une représentation assez générale du bâtiment. On a ensuite fait une analyse documentaire une fois que le marché avait été attribué sur la base des diagnostics amiante et plomb et également des plans qui avaient été fournis sur le bâtiment. Ce travail documentaire est extrêmement important car il permet de bien délimiter les éléments qu'on va trouver dans le bâtiment, d'avoir quelques éléments maîtrisés en tête
Voilà, c'est important d'arriver sur site avec des ordres de grandeur et d'avoir au moins une première idée de ce qu'on va trouver dans le bâtiment. On a réalisé une visite de site sur une journée avec Écosystème, donc Démoclès, donc qui ont diagnostiqué uniquement les D3E. Et Agir s'est occupé de tous les autres gisements qu'on pouvait trouver dans le bâtiment. Ce qu'il est important d'avoir en tête dans ce dossier, c'est que le diagnostic PEMD a été réalisé en site occupé. Et donc, lors des visites, on a rencontré les différents locataires des logements. Ce qui est très important, en fait, quand on fait ce type de prestation, c'est de bien cadrer la mission, d'avoir des éléments de discours adaptés. On ne peut pas arriver chez un locataire et parler de diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets. On aurait des questions du style, est-ce qu'il y a des déchets, en fait, chez moi? Qu'est-ce que vous entendez par déchets? Donc, il y a un travail de sensibilisation important qui a été fait tout au long des visites par les deux équipes de diagnostic. Donc, c'était vraiment le fondement, en fait, de la démarche et on avait bien ces points d'attention en tête. Christine, tu peux changer de diapositive. Alors, les principaux résultats du diagnostic PEMD sont les suivants. Donc, on a pu identifier 41 gisements qui présentaient un potentiel de valorisation, donc que ce soit du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Pour chacun de ces gisements, on a réalisé des fiches produits, équipements, matériaux, déchets, avec à chaque fois des informations qui permettaient de les orienter vers la meilleure valorisation. Donc, si on avait un gisement destiné au réemploi, on pouvait par exemple intégrer des préconisations de dépose, des préconisations de stockage, les métrés, le tonnage associé, etc. Pour chacune des fiches, on a essayé de les ancrer dans une réalité opérationnelle pour ne pas oublier en fait que ce sont des artisans qui se saisissent des résultats du diagnostic PEMD. Donc, on a associé chacune des fiches à des plans de repérage. Donc là, vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez des plans de repérage associés, par exemple, à des dalles de terrasse, des dalles toiture, pour faciliter le travail des équipes terrain. Au niveau des principaux résultats, selon les modes de traitement, on peut voir qu'on a un potentiel de réemploi qui est extrêmement intéressant sur ce type de bâtiment, car, comme je le disais, on est en réhabilitation en site occupé. Donc, on a une très grande majorité des gisements qui sont en bon état. Les éléments de seconde œuvre sont utilisés par les locataires au quotidien. Donc, ce sont des éléments qui fonctionnent, qui sont pour la plupart du temps en bon état, bien entretenus. Donc, on avait un volume de gisements réemployables, donc avec un potentiel de réemploi très intéressant. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'on a eu des réhabilitations ponctuelles en fait, en fonction des logements au fil du temps, avec des travaux d'embellissement, peut-être parfois du changement de revêtement de sol, etc. Donc, on avait des logements hétérogènes qui présentaient parfois certaines spécificités. Les gisements les plus réemployables dans le bâtiment étaient vraiment orientés sur les revêtements de sol extérieur. On avait des dalles terrasses et toitures, donc on avait à peu près 100 mètres carrés de dalles terrasses et toitures en très bon état et qui nécessitaient juste un petit coup de Karcher pour être parfaitement réemployables. Et on avait également des graviers roulés au niveau de la toiture qui pouvaient être, donc on avait 14 mètres cubes de graviers roulés qui pouvaient être entièrement réemployables in situ dans le cadre du projet de réhabilitation. Au niveau du recyclage, donc, je vais passer rapidement. On avait donc, tous les éléments en fait, de seconde œuvre initialement fléchés vers le recyclage. On avait notamment tout ce qui était isolant, isolant toiture, isolant façade. On avait beaucoup de bois également qui était plutôt fléché vers du recyclage, notamment en raison des difficultés de dépose qu'on pouvait rencontrer. Quand on dépose un bardage, la plupart du temps, les linteaux sont arrachés ou sont trop compliqués en fait, à déposer de manière soignée. Donc, on a préféré les orienter vers un recyclage pour éviter toute plus-value liée à la dépose de ces éléments dans les marchés de travaux. Ensuite, on avait beaucoup de gisements amiantés dans le bâtiment. On a, donc, en accord avec la maîtrise d'ouvrage et en fonction du programme de travaux initialement envisagé, on avait beaucoup de solutions d'encapsulage qui étaient possibles, donc, qui permettaient in fine de réduire le volume total de déchets sur l'opération. Et on avait également quelques tonnages de déchets amiantés qui allaient être fléchés vers de l'élimination. Sur la base des éléments qui avaient été demandés par l'OPAC, on a pu en fait réaliser une pré-étude environnementale, un premier bilan environnemental sur la base du diagnostic PEMD et du programme de travaux prévisionnels. En fait, on a pris chacun des gisements, on les a associés au mode de valorisation qui était possible, donc notamment le réemploi, la réutilisation ou le recyclage, et on a regardé en fait quel allait être l'impact carbone des modes de valorisation en fonction du programme de travaux. Donc, par exemple, dans le cadre de cette opération spécifiquement,
Sur la base des éléments d'entrée, donc sur la base des hypothèses, on avait 24 tonnes équivalent CO2 qui peuvent être évitées grâce à une démarche de réemploi par rapport à un scénario où tous les éléments partiraient en enfouissement ou en valorisation, en tout cas moins importante que dans la hiérarchie des modes de traitement. On a également pu faire donc de la même façon, en posant des hypothèses sur le programme de travaux et sur les gisements, une préévaluation économique sur la démarche d'économie circulaire. Alors, ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que les chiffres présentés ici ne sont malheureusement plus d'actualité en raison de la flambée des prix des matériaux. Actuellement, en fait, on se rend compte que l'économie circulaire prend beaucoup de sens quand on voit l'évolution des prix de l'acier, les prix du bois, etc. Et donc, on est sur des démarches qui deviennent, il faut le dire, beaucoup plus rentables qu'à l'accoutumée. Donc, le diagnostic PEMD a été réalisé en mars 2021. Et à cette période, on pouvait estimer à peu près à 3 000 € les gains potentiels liés à la revente des produits ou matériaux et à 27 000 € les économies qui auraient pu être réalisées dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire par rapport à des coûts standards, on va dire plus traditionnels. On avait également des coûts qui étaient liés à la gestion des déchets, donc en très grande majorité liés à la gestion des déchets amiantés. À noter que ces coûts ont également évolué car on a retenu une solution pour le recyclage de l'amiante. Donc, je parle bien de recyclage avec un prestataire qui s'appelle Valam, qui va pouvoir, donc, par un procédé chimique, recycler les ardoises amiantées, les ardoises fibrociment qu'on avait en bardage. Alors, on avait un diagnostic PEMD et on s'est demandé en fait dans quelle mesure les acteurs du territoire allaient être en capacité d'absorber les gisements qui avaient été identifiés. Donc, on a réalisé un diagnostic filière spécifiquement sur la partie réemploi et on s'est assez rapidement rendu compte qu'un déficit de filière locale important se faisait sentir à proximité de Châteauroux. Les filières de réemploi les plus proches qu'on avait identifiées étaient du côté de Tours pour la plupart du temps et ne permettaient pas en fait de récupérer tous les gisements en fait, qu'on avait pu identifier dans le cadre du diagnostic PEMD. Donc là, l'idée, c'était de chercher d'autres solutions. Et on est parti du postulat en fait, que les personnes qui étaient le plus à même de réaliser de l'économie circulaire sur un chantier, c'était les artisans. En fait, les artisans ont beaucoup de process d'économie circulaire qui ne sont pas formalisés. En fait. Un artisan, dans ses process de tous les jours, réalise de l'économie circulaire. C'est juste qu'en fait, les mots ne sont pas posés sur ce qu'il fait au quotidien. Donc, tu peux passer, Christine. Donc, on a pris les éléments liés au PEMD, on a pris les éléments liés aux filières de réemploi qui étaient présentes sur le territoire et on a essayé de faire évoluer les marchés de travaux en fonction de ces éléments. Donc, le premier élément qu'on avait en tête, c'était de fixer pour chacun des matériaux de gros œuvre et de seconde œuvre des taux de valorisation et des taux de réemploi fixes en fonction des différentes typologies de gisements. Donc, par exemple, pour les matériaux de seconde œuvre, on a fixé entre 30 et 40% de réemploi pour les éléments. On a fixé 80% de réemploi sur les dalles en estimant quelques pertes à la dépose et également des dalles en mauvais état dû au fait de conditions climatiques, etc. Un taux de réemploi de 100% pour les portes et de 80% pour les éviers. En fait, ces taux de valorisation ont été définis en concertation avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour ne pas pénaliser les entreprises de travaux. L'idée, c'est pas de faire de l'économie circulaire punitive, de fixer des seuils de réemploi qui sont complètement inatteignables pour les entreprises locales. On est sur un réseau très dense de PME. Donc, l'idée, c'était de rester cohérent avec la réalité des artisans. L'économie circulaire s'est intégrée de manière systématique en tant que variante dans les marchés de travaux. On a essayé de penser à différentes solutions, de faire par exemple un lot spécifique au réemploi, ce qui était compliqué du côté de Châteauroux quand on n'a pas de prestataire de dépose soignés uniquement à proximité de l'agglomération. Et on ne voulait pas intégrer, donc, comme je vous l'ai dit, une économie circulaire punitive et donc forcer en fait, les entreprises à réaliser des démarches d'économie circulaire. Le fait d'être en variante, ça permettait aussi d'avoir une meilleure visibilité sur les coûts associés aux démarches d'économie circulaire et de pouvoir identifier, on va dire, des points d'intérêt, des points erratiques en fait, dans le chiffrage des marchés. Alors, évidemment, on a besoin de sécuriser l'intégration de l'économie circulaire sur un chantier. C'est pour ça que des pénalités en fonction des différents gisements ont été intégrées dans les marchés de travaux. Donc, les pénalités sont évidemment là pour avoir une sécurité au niveau de la maîtrise d'ouvrage.
L'idée, ce n'est pas de les activer, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour atteindre les objectifs de la meilleure des manières possibles. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'au cours des marchés de travaux, au cours de la consultation, on a pu s'entretenir avec beaucoup d'entreprises locales qui avaient besoin de précision, de compréhension de la démarche, qui avaient des questions de vocabulaire, qu'est-ce qu'on entend par réemploi, qu'est-ce qu'on entend par réutilisation, pourquoi est-ce que ça intervient maintenant, etc. Donc Agir s'est tenu à la disposition des entreprises pour réaliser des entretiens téléphoniques et lever les différentes questions qu'ils pouvaient avoir en rapport avec l'économie circulaire. Alors, oui, je vais reprendre donc l'intégration et l'impact des résultats dans le projet. Donc, ça, effectivement, ce projet a nécessité une forte coopération entre les acteurs. Donc, il y a eu effectivement des réunions de concertation entre Agir, l'OPAC et la maîtrise d'œuvre et des échanges réguliers. Ça, c'est entre l'OPAC et Agir. Donc, les différentes directions, donc la direction de François, service la réhabilitation du patrimoine, les achats, donc le service d'Angélique et moi, puisqu'en fait, on est vraiment les 3 acteurs principaux à l'OPAC sur cette thématique. On a aussi réfléchi à un impact sur la logistique et l'organisation, donc pour mettre en place le réemploi, on va dire les dispositions préconisées par le diagnostic. Donc, il nous fallait prévoir un lieu de stockage à l'abri des intempéries et proche du chantier pour justement mettre les matériaux destinés à être revendus et accessibles pendant toute la durée du chantier, voire même au-delà. Sur la slide précédente, on parlait de certificat de cession. Effectivement, nous, on a fait le choix en fait de céder les déchets aux artisans, charge à eux effectivement de trouver les filières. Voilà. Donc pour ça, ça a nécessité un accord et un vote du conseil d'administration de l'OPAC. Puisqu'en fait, non, voilà, merci. Oui, voici, c'est bon. Ah oui, aussi peut-être les entreprises, oui. Donc ça, je l'ai dit, effectivement. Oui, alors après, effectivement, on a accompagné les entreprises aussi, comme le disait aussi Antoine, pour leur proposer des solutions. Et notamment, nous, on a mis sur notre site Internet, on a mis les plateformes et les documents d'Hémoclès sur OPAC, le site de l'OPAC, puisqu'on a un onglet spécifique lié à nos prestataires. Et donc, on met tous les documents qui peuvent leur être utiles au quotidien. Alors, pour faire le bilan, ce qui nous a aidés, alors bien évidemment, c'est l'accompagnement d'Hémoclès, la méthodologie, les clauses, relecture des propositions, comment exploiter le diagnostic, ça c'est une évidence. La valeur ajoutée d'Agir aussi. Alors tout à l'heure, Antoine en a parlé aussi de l'amiante. Donc Agir nous a proposé une solution pour traiter les ardoises amiantées qui seraient déposées de la façade, absolument. Et effectivement, donc c'est une solution, c'est une entreprise dans le nord de la France qui a un procédé, après François vous expliquera. Donc ça c'est sûr nous, on l'aurait peut-être pas trouvé comme ça. Et puis aussi, surtout, c'est l'échange avec d'autres bailleurs. Via l'accompagnement d'Hémoclès, il y a eu beaucoup de visio, beaucoup de retours d'expérience, notamment des bailleurs de la région parisienne qui ont une grande avance sur nous. Et c'est toujours intéressant de voir quelles sont leurs pratiques. Même si nous, comme l'a dit aussi Antoine, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Mais bon, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais voilà, on ne peut pas tout faire non plus. Et c'est vrai qu'en matière de prestataires, c'est compliqué. Alors justement, les difficultés qu'on a rencontrées, comme d'autres,
qui ont été accompagnés. Heureusement, on n'est pas tout seul. On a subi un retard de planning et d'avancement donc, sur le dossier. Donc, il y a différentes contraintes. Donc, notre manque d'expérience, bien sûr. Quelques aléas administratifs aussi. Notamment, par exemple, pour les ardoises. On était parti pour justement faire désamianter les ardoises via une entreprise située à Lille. Et en fait, on a été freiné dans notre élan par la DREAL du Nord, qui a en fait accepté que l'entreprise fasse le traitement, mais sur seulement une durée et avec un volume réduit. Donc, ce qui ne correspond pas du tout à notre volume à nous. Je crois que c'est 1 tonne, c'est ça? On avait estimé l'ensemble à 12 tonnes et effectivement, la DREAL, quand ils ont mis leur nez là-dedans, les autorise à réaliser donc un type de test sur une durée d'1 mois, ce qui correspond, leur possibilité en 1 mois, c'est de traiter 1 seule tonne. Donc effectivement, on est loin de l'ensemble des produits amiantés. Donc ça, c'est une déception de notre part. On s'attendait, tout avait été mis en place. Effectivement, il y avait toute une pratique qui était mise en place. Valab nous apportait des caissons spéciaux sur le chantier. L'entreprise de désamiantage remplissait les caissons. Tout était bien calé. Et en fait, la DREAL est venue nous gâcher un petit peu. C'est vrai que c'était une nouveauté pour nous. On voulait communiquer là-dessus. On était assez contents de cette proposition que nous avait fait agir. Et puis ça retombe un petit peu. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Donc, on fera avec ces contraintes-là, mais effectivement, on pourra traiter a priori qu'1 seule tonne sur les 12. Donc, les 11 autres tonnes et prendront une filière d'enfouissement. C'est dommage. Mais bon. C'est pas de notre fait, on subit. Alors, comme j'ai pris la parole, parce on peut parler aussi des difficultés rencontrées. Alors, moi, les difficultés rencontrées, effectivement, c'est lors de la demande de remise de prix. Alors, quand on lance un appel d'offres, surtout sur ce genre de projet, on exige dans les clauses du marché de faire une visite obligatoire. Donc, j'ai rencontré sur place toutes les entreprises qui ont répondu. Pour certaines, ça n'a pas posé trop de soucis. Ils auront voulu avoir des explications sur cette démarche qui était quand même très nouvelle pour eux. Non, c'est même pas. On est qu'aux prémices de ce genre de projet avec des PEMD. Donc, pour les uns, ont compris la démarche assez facilement. Pour d'autres, ça a été plus compliqué de leur faire comprendre ce qu'on attendait d'eux. Et pour certaines, voire impossible. Donc, j'ai fait quelques visites avec certaines entreprises et on s'est aperçu au bout du compte que ces entreprises n'ont pas remis d'offres. Donc, on s'est retrouvé une première fois au premier appel d'offres, à la première consultation avec 3 lots infructueux, sans réponse. On a relancé ces 3 lots. Sur ces 3 lots, on a eu une réponse dans un autre lot, mais deux lots, dont un lot serrurerie, un gros lot de serrurerie et un lot menuiserie intérieure, une nouvelle fois sans réponse. On sent la difficulté, en plus de ça, dans une période où les entreprises ont beaucoup de travail. Sur l'Indre, on a eu en plus des soucis récemment d'intempéries, donc on générait beaucoup de dégâts. Donc, c'est compliqué. Alors là, on essaie de trouver une solution pour trouver au minimum 2 entreprises qui pourraient répondre à ces lots infructueux. Je me permets de vous couper. On a beaucoup de questions et le temps file. Je vous propose de vous en poser certaines. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les poser. Au pire, si vous pourrez y répondre par écrit ultérieurement, on pourra après diffuser les réponses. Les premières questions sont quelles tranches opérationnelles du marché ont été affermies ou vont l'être? Et est-ce qu'il serait possible de partager le CCTP que vous avez évoqué? Je ne sais pas, Angélique. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour faire un partage du CCTP. C'est un document administratif qui est parfaitement communicable. En fonction, alors par rapport aux tranches qui ont été affermies de mémoire,
je ne les ai plus sous les yeux. Mais je crois que donc, forcément la tranche ferme pour la réalisation du diagnostic. Ensuite, je crois que la tranche concernant l'évaluation économique a également été affermie. Et également l'accompagnement de la maîtrise d'œuvre. Ah oui, voilà, c'est ça. Merci. Merci. Autre question, suite au diagnostic PEMD, comment l'appel d'offres travaux a-t-il fait apparaître la valorisation des déchets? L'entreprise travaux retenue se rémunère-t-elle sur cette valorisation? Alors, nous, les déchets sont cédés gratuitement aux entreprises attributaires du marché. Après, donc, charge à elles de les valoriser, de les réemployer, en sachant qu'on leur demande une sorte de certificat pour prouver que le déchet a bien été valorisé, réemployé en fonction de ce qui était préconisé dans le diagnostic PEMD. Merci. Quels sont les impacts de la démarche d'économie circulaire sur le chantier, sur le PIC? Combien de bennes différentes prévoyez-vous, par exemple? Alors là, c'est un peu tôt pour répondre à cette question-là, parce qu'effectivement, le chantier n'est pas débuté. Donc, n'a pas débuté, je veux dire, on est toujours au stade de rechercher des entreprises. Donc, la gestion, c'est un peu tôt pour répondre à cette question-là. Après, effectivement, on va mettre en place tout ça, mais en phase, parce qu'on a aussi un architecte sur cette opération-là. Donc, conjointement, en début de chantier, en phase préparation, on mettra tout ça en place, mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler. On verra ça aussi également avec la société Agir, qui sont là aussi pour nous aiguiller là-dessus, effectivement, en fonction des matériaux qu'on... Alors, il y a une partie qui peut être mise en vente au départ, qui peut même à la limite être vendue avant leur dépose. Donc, dans ce cas-là, seraient évacués directement. Et puis pour les autres, on va leur mettre de toute manière. Parce que la difficulté aussi également qu'on nous a évoqué dans pas mal d'entreprises, c'est qu'il y a des petits artisans qui n'ont pas forcément la place dans leur entreprise pour stocker ces matériaux et notamment les mettre à l'abri. Donc c'est la raison pour laquelle on va leur mettre on dispose d'un bâtiment pas très loin du chantier, un entrepôt vacant dans lequel on leur permettra de stocker ces matériaux en attendant leur vente ou leur recyclage, leur évacuation. Merci. Une question pour Antoine. Julia, oui. Si vous permettez, je voudrais rebondir là sur un point, c'est la question combien de bennes. Je voudrais vous dire avec force et conviction que la benne n'est pas l'alpha et l'oméga de l'évacuation des déchets. Alors, dans le cas du réemploi, c'est en général pas adapté du tout. Et dans le cas de la valorisation des déchets, il faut arrêter de dire qu'il faut des bennes pour tout évacuer, voire de faire croire à tout le monde qu'on peut mettre en mélange dans des bennes, sera trié derrière pour être recyclé. Non, il faut des conditionnements qui permettent d'évacuer les déchets de façon adaptée. Et de la moquette sur des palettes, des D3E dans des caisses palettes, il y a de la laine de verre dans des big bags. Et donc, le problème qui est souvent opposé, je l'entends tellement souvent que je ne peux pas m'empêcher de réagir, si vous le permettez, qui est de dire « Ah, mais trier sur le chantier ou ne pas mélanger sur le chantier, c'est une multiplication à l'infini des bennes. » Non, ce n'est pas vrai. Oui, ça ajoute quelques bennes, mais quand on met des dalles de moquette, même si elles vont au recyclage sur des palettes, ce sont des conditionnements de petite taille qui peuvent être diffus dans le chantier et qui ne sont pas forcément des bennes qui occupent de la place sur la surface publique, par exemple, autour du bâtiment quand on est en hypercentre. Merci Hervé pour cette précision. Antoine, une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà testé le fonctionnement de confier l'ensemble des matériaux et des déchets aux entreprises, y compris pour le réemploi? Et si oui, est-ce que les retours sont probants? Oui, alors pas sur certains lots, en fait, on peut le faire, notamment sur tous les éléments de bois et de menuiserie. En fait, les charpentiers et les menuisiers ont des process d'économie circulaire en interne qui sont très, 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 très bons. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne sur la traçabilité. On essaie de mettre en place avec eux des bordereaux de suivi pour avoir une continuité sur les matériaux qui sont entrés dans les stocks. Et ensuite, on essaie de voir avec eux comment est-ce que les matériaux sont sortis des stocks et dans quelle valorisation, enfin, dans quelle construction, en fait, ils sont fléchés. Ok, merci beaucoup. Une autre question, comment gère-t-on la problématique des PV, avis techniques, classement feu, thermique, acoustique, etc., des matériaux réemployés? Alors, ça je peux répondre, ça dépend, c'est au cas par cas, en fait, selon le type de matériau. On peut s'entourer du contrôleur technique, on peut s'entourer d'assistants juridiques, on peut contacter les assurances, c'est vraiment au cas par cas en fonction
des matériaux qui sont déposés en fonction de l'usage qui est fait derrière. Si on parle de réemploi, si on parle de réutilisation, s'il y a un enjeu de sécurité, s'il y a un enjeu technique. Voilà, il faudrait peut-être rentrer dans le détail sur certains types de matériaux. Je peux pas faire une liste exhaustive des différentes contraintes qu'on peut avoir. C'est un sujet effectivement qui préoccupe, alors pas les entreprises qui se séparent de matériaux, puisque la position c'est de dire je cède un matériau, il est dans l'état où il est, ou un équipement, et c'est à celui qui l'achète de s'assurer qu'il est fonctionnel. Très souvent c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc quand on est un MOA propriétaire d'un bâtiment et qu'on veut racheter des matériaux de seconde main en quelque sorte pour mettre dans son bâtiment, on a cette préoccupation effectivement de l'assurabilité et donc des caractéristiques techniques. Donc là, comme vient de le dire Antoine, aujourd'hui, tout ça n'est pas très stabilisé. Donc, dans certains cas, moi, j'ai rencontré des MOA qui réutilisent des produits de structure en faisant passer un bureau d'études qui va venir s'assurer que le produit de structure de seconde main a toutes les caractéristiques nécessaires pour être réemployé sur un nouveau bâtiment, une rénovation. On va voir évoluer aussi des choses. Il y a des travaux aujourd'hui qui se font dans le domaine plutôt normatif, qui va peut-être amener à créer une sorte de passeport qui permettra à des matériaux réemployés de passer de main en main depuis le MOA initial, l'entreprise de dépose, celle qui va revendre et celle qui va derrière réemployer, de faire passer de main en main des informations qui permettront à celui qui réemploie le matériau de savoir d'où il vient et quelles sont ses caractéristiques et ainsi s'assurer qu'il est en bon état. Et puis il y a les assurances, bien évidemment, qui reconnaissent aujourd'hui que des accidents, des dommages issus du réemploi de matériaux, ils n'en ont pas connaissance, mais que pour autant, il y a un enjeu effectivement de l'assurance, mais qui va petit à petit disparaître du fait de l'appropriation des pratiques. Et on va se rendre compte que quand les choses sont faites correctement, le risque d'un équipement réemployé est relativement faible. Par contre, il peut y avoir effectivement des questions de performance. Quand on est sur des performances notamment énergétiques, effectivement, un équipement qui a 20 ans n'a pas forcément les mêmes performances qu'un équipement d'aujourd'hui. On sera dans des notions de compromis là entre la performance maximisée et le fait de réemployer les produits qui sont une bonne façon de décarboner le bâtiment. Puis sur les questions énergétiques, on devra solliciter les bureaux d'études thermiques. En fait, c'est un travail qui va passer par l'intégralité des acteurs du projet de déconstruction et du projet de reconstruction. En fait, il faut assurer la passerelle. Et aussi pour compléter, il y a des filières en fait, de réemploi qui se développent un peu comme des petites industries en fait, et qui permettent d'avoir beaucoup de garanties, notamment sur les performances techniques et d'assurabilité des produits et équipements reconditionnés. Merci pour vos réponses. Il reste quelques questions, mais le temps file. Je vous propose qu'on transmette ces questions à nos intervenants à l'issue de ce petit déjeuner technique et qu'ils pourront répondre par écrit. On communiquera les réponses. Merci à tous les 5, Christine, Angélique, François, Antoine et Hervé pour le partage de vos retours d'expérience et votre présence ce matin. Merci à tous ceux qui se sont connectés et pour vos réactions, vos questions. Je profite pour remercier Morgane, Camille et Pierre d'Ecopolis pour l'organisation de ce 3e petit déjeuner technique. Le cycle de petits déjeuners techniques se met en pause pour l'été. Nous reprendrons à la rentrée avec 3 épisodes dédiés à la gestion de l'eau. Mais en attendant, si vous souhaitez continuer de monter en compétence sur le sujet de l'économie circulaire, Ecopolis propose une formation qui s'appelle « Ne plus détruire, réversibilité et transformation », puisque le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Cette formation se tiendra le 6 juillet 2022 dans nos locaux à Pantin, chez Ecopolis. Vous retrouverez les éléments pour s'y inscrire dans le chat de cet événement ou bien sur notre site internet. Merci à tous, à bientôt, bel été, on se retrouve à la rentrée.